merci pour cette présentation, merci à l'Objetech de m'accueillir. Donc, comme l'a si bien dit Thomas, le sujet du jour, c'est la propriété. On a 3 conférences, de manière générale, sur ce thème. Néanmoins, il fallait bien commencer quelque part. Donc, l'exposé d'aujourd'hui aura comme caractéristique d'être le premier et donc de devoir passer par un certain nombre de nécessités. En particulier, le fait que si on fait 3 conférences sur la propriété, il va falloir définir de quoi on parle. Et donc, évidemment, c'est un sujet extrêmement large, on peut pas totaliser, ne serait-ce que de quoi on parle quand on parle de la notion de propriété, on peut pas en faire une description totale. Donc j'ai choisi finalement de commencer de commencer ce sujet-là en partant de la citation de Joseph Proudhon, qui est bien connue, et qui dit la propriété, c'est le vol. Et donc, c'est finalement ce qui va nous guider aujourd'hui, c'est l'axe directeur de la réflexion qu'on va mener, c'est de se demander, est-ce que la propriété, ça peut être le vol, est-ce que la propriété, c'est l'inverse du vol, comment la propriété, finalement, se positionne vis-à-vis de ça. Et donc, évidemment, pour commencer à réfléchir sur cette citation, on va commencer directement en notant que, disons, cette citation-là, alors je me souviens plus de l'ordre des slides, je suis désolé si c'est pas... Cette citation-là est une citation qui est paradoxale. C'est-à-dire, la propriété, c'est le vol, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, fondamentalement, la propriété, c'est l'inverse de la propriété, puisque quand on est propriétaire de quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas volé, et quand on a volé quelque chose, on vole bien le propriétaire. Donc, c'est-à-dire qu'on n'était pas propriétaire. Donc, la propriété, ça ne peut pas être le vol. Et donc on a l'impression directement qu'on se retrouve dans une impasse, c'est-à-dire la citation la plus connue qui a la notion de propriété dedans est une citation paradoxale qui apparaît comme contradictoire, et donc on va essayer d'expliquer. Ça montre bien que, disons qu'il y a une difficulté directement d'entrer dans la notion, parce que la notion, on a l'impression qu'elle est un peu évasive, qu'elle n'a pas de substance propre, et c'est une impression qu'on peut avoir, et qui d'ailleurs peut être complètement corroborée par l'énorme masse de documentation sur le sujet, mais en particulier sur le documentaire qui vient de sortir il y a à peine 3 mois, qui est disponible sur YouTube, d'Arte, qui s'appelle donc qui traite du monde, qui s'appelle Le Monde et sa propriété, et donc qui a été fait par Gérard Mordia et Christophe Leclerc. Et ce documentaire, en fait, se donne pour objectif de réfléchir sur la notion de propriété, étant donné qu'elle a pris une part extrêmement importante dans le débat public aujourd'hui. Pour des notions qu'on reverra dans les conférences futures, là on va plus s'attacher à déjà la définir, essayer de la définir. Et donc, vous avez un documentaire en 4 parties, d'à chaque fois 1 heure, avec les plus grands spécialistes de la question sur Arte. Donc évidemment, moi, voilà, je viens après. Donc évidemment, je vais devoir me positionner face à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il dit, pas face évidemment, j'ai pas la prétention d'apporter une réponse, mais en tout cas d'aller plus loin qu'eux. Mais le but étant le but qui se sont donnés dans ce documentaire, c'est de multiplier finalement les perspectives sur la notion de propriété, donc c'est-à-dire qu'ils invitent des juristes, des historiens, des philosophes, etc. Et ils donnent tous une connaissance différente sur ce qu'est la propriété. Donc à la fin du documentaire, on se retrouve avec une foisonnante perspectives sur ce qu'est la propriété, alors avec différentes perspectives, juridiques, historiques, philosophiques, etc., économiques. Et donc, quand arrive la conclusion, finalement, qu'est-ce que la propriété, après 4 heures, et puis une énorme masse de connaissances accumulées, qu'est-ce que nous dit la narratrice ? Je vais vous lire ce que dit la narratrice à la fin de ce documentaire. Au terme de cette recherche, la définition de la propriété inviolable, sacrée, absolue, privée, étatique, commune, nous échappe dès que nous croyons la saisir. 4 heures, avec les plus grands spécialistes. Nous échappe dès que nous croyons la saisir. La propriété semble impossible à cerner, à fixer, peut-être faut-il, comme tant d'autres avant nous, renoncer à la définir ou alors à la saisir par d'autres voies. Donc, je résume, 4 heures les plus grands spécialistes mondiaux, alors, les noms sont des très grands noms, rien. Donc, c'est-à-dire que moi, si je veux commencer en définissant la notion de propriété, ça va être très compliqué. C'est la première chose que je me suis rendu compte. Heureusement, juste après, et donc là, c'est les toutes dernières parties finalement du documentaire,
On a Michael Xifaras, donc qui est un chercheur français extrêmement reconnu, qui travaille à New York, etc., qui a un CV impressionnant, et qui nous dit finalement que, bon, on va pas s'arrêter sur le fait de renoncer à définir la propriété. Alors, qu'est-ce que ça va être la propriété? La propriété, ça va être un langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais vous lire ce qu'il dit, la propriété, c'est un langage, c'est-à-dire que, finalement, dès qu'on parle de propriété, ce sont les spécialistes qui se mettent à parler un certain langage. C'est ça la propriété. La propriété, c'est tous les arguments qu'on peut faire par rapport à ce que l'on associe au mot de propriété. Donc c'est-à-dire que 4 heures, on est presque arrivé, la narratrice nous dit on n'arrive pas à définir la notion de propriété. Et finalement, la seule réponse qu'on peut proposer, c'est de dire la propriété, c'est le sens du mot propriété, c'est l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire, si quelqu'un fait un usage X du mot propriété et 200 ans plus tard un autre Y du mot propriété, la propriété c'est les deux mêmes choses. Donc c'est-à-dire qu'on peut multiplier comme ça, dès qu'on utilise le mot propriété, finalement la propriété est une sorte de notion vide, dans laquelle dès qu'on l'utilise, on met des sens différents. Donc on passe d'un rejet par la narratrice à carrément en fait un aveu de on peut tout mettre derrière. C'est-à-dire que... Alors évidemment, c'est en même temps tout à fait juste, parce que ce que disait Arte, c'était finalement que voilà, on peut multiplier les perspectives, et donc on a finalement en fait une sorte de propriété totale qui a énormément de sens. Et on peut, en fait, on a un sens infini à la propriété, il n'y aura jamais de sens fixe. Et que la seule façon de parler de la propriété, c'est finalement de parler des fois où on a utilisé le mot propriété. Voilà. Ça se limite à ça. La propriété, c'est l'usage du mot propriété. Le sens, la définition du mot de propriété, c'est l'usage qu'on fait du mot propriété. Voilà. Donc il change, il varie, il est multiple, il est infini. La propriété, c'est rien, c'est tout, c'est ce qu'on en fait. Bon. Alors, ça pose plusieurs questions. Comment on sait si quelqu'un se trompe quand il parle de propriété? Si la définition du mot propriété, c'est finalement, dès qu'on en fait l'usage, voilà, c'est autre chose. Dès qu'un juriste fait un usage, dès qu'un historien fait un usage, etc., le mot gonfle comme ça, de définition. Comment on sait, parce qu'on accepte toutes les définitions finalement, comment on sait si une notion est fautive ou pas? C'est-à-dire si on fait une mauvaise utilisation de la notion. On peut pas. Comment savoir si les traductions sont exactes, hein? Comment un mot peut bien correspondre à la notion de propriété en français et un autre mot dans une autre langue, puisqu'on ne sait pas ce que c'est la propriété? Comment on sait qu'en est la propriété? C'est né avec l'usage ou né avec la pratique? Mais il n'y a pas de pratique sans usage. Donc on est face à de nombreuses positions qui rappellent beaucoup un débat en fait classique en philosophie sur si on définit le mot par l'usage qu'on en a fait, on se retrouve vite face à une définition assez vide qui n'est pas substantielle, donc qui varie comme ça. Moi j'avais travaillé un peu sur Nietzsche, il y avait eu la même question que Jacques Bouvresse avait posée à Michel Foucault. Michel Foucault avait écrit un livre sur la vérité en disant, bon, la vérité, il y a une conception de la vérité en Grèce, dans la Grèce antique, il y a une conception de la vérité comme veritas dans le monde latin, il y a une conception de la vérité chez les modernes, avec la notion de vérité, au sens où on l'entend nous. Finalement, voilà, la vérité, ça évolue. Ouais. La propriété, ça évoluerait, comme la vérité. Et Jacques Bouvresse avait bien répondu à Michel Foucault, mais c'est pas vrai. Il y a une définition de la vérité, et les autres choses dont vous parlez, c'est pas la vérité. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut... Alors moi, j'ai pas la prétention de savoir ce que c'est la propriété, mais je vais, pour commencer ce cycle de conférence, je vais faire l'effort et faire le choix, finalement, d'essayer de proposer une définition satisfaisante, qui m'apparaît comme satisfaisante, ou en tout cas pour l'instant. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la question, mais qui m'apparaît comme satisfaisante, pour qu'on puisse bâtir là-dessus, quitte à se positionner contre. En tout cas, ça nous donnera un socle, disons, pour un socle notionnel, une définition voilà, de la propriété, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, pour finalement aller pour, aller contre, en tout cas ça donnera une position, ça donnera un éclairage, ça donnera une stabilité, voilà, pour mener la réflexion. Alors, et ça nous permettra de répondre à la question à la fin, évidemment. Hein, est-ce que c'est le vol ou pas? Donc, qu'est-ce que la propriété? Hop, plus la propriété de la...
Qu'est-ce que la propriété? Donc, j'ai fait un magnifique schéma parce que c'est le moment un peu plus compliqué finalement de ce que je veux dire, parce que c'est assez conceptuel. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me rattacher explicitement à un penseur. Je vais essayer de... Alors, j'ai un peu tout mélangé, et j'ai essayé de... Pour pas, en fait, qu'on soit dans une sorte de proposition simplement exégétique, je vais commenter un auteur, etc. Je vais essayer de proposer une notion de propriété un peu vague, un peu générale, en mettant, disons, les grands points qui constituent la propriété, pour qu'on puisse déjà clarifier ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je propose comme modèle de la propriété? Évidemment, c'est une sorte de synthèse finalement de tout ce que les philosophes proposent. Il y a trois pôles dans la propriété, et finalement, qu'est-ce qui unit ces trois pôles? C'est un mouvement. La propriété, c'est un mouvement qui passe entre trois pôles. C'est un mouvement qui commence finalement par ce qu'on va appeler le propriétaire, parce que j'ai nommé le pôle actif, parce que pourquoi j'ai pas utilisé le terme de propriétaire? Parce que simplement, propriétaire, on a l'impression que c'est une personne. Sauf que la propriété, ça peut être revendiqué par plein de choses, pas forcément des personnes. Donc c'est-à-dire une propriété, par exemple un État peut être propriétaire, une propriété publique. Une communauté peut être propriétaire. Une localité peut être propriétaire, une organisation peut être propriétaire, une association peut être propriétaire, etc. Donc finalement, beaucoup de groupes ou d'entités peuvent revendiquer ce mouvement de la propriété, d'être le pôle actif de la propriété, de revendiquer une propriété. Il y a un pôle passif, qui va subir le mouvement qui est enclenché par le pôle actif. Le pôle passif, c'est ce qui va devenir la propriété, ce qui est revendiqué comme propriété. Donc pourquoi il est passif? Parce que celui qui est actif, finalement, enclenche le mouvement en disant « Voilà, ça, c'est ma propriété ». Et la propriété se voit, disons, se voit demander de devenir propriété. Donc elle est passive face à la demande, face à la revendication. Voilà. Et il y a l'autre. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'autre? On va développer plus tard, parce que c'est une notion qui regroupe énormément de choses. Qu'est-ce que c'est l'autre? L'autre, c'est finalement celui auquel on va dire, le pôle actif va demander de légitimer le mouvement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire. Je vais prendre un exemple, tout simplement. Imaginons que je dise, ça c'est ma voiture. Ça c'est ma voiture. Je suis le pôle actif. J'enclenche la chose, et la voiture le pôle passif. D'accord? Ça c'est ma voiture. Je définis la voiture comme ma propriété, et j'essaie de me l'approprier. Vous avez le double mouvement. On verra plus tard. Mais je peux dire ça uniquement si je reconnais qu'il y a un autre. Imaginons que je sois tout seul sur Terre. Voilà. À quoi ça serve que je dise « ça, c'est ma voiture » ? À rien. C'est-à-dire que tout enclenchement de la propriété doit nécessairement en fait se positionner face à quelque chose d'autre, face à laquelle il se revendique. D'ailleurs, ça servait. Ici, imaginons que je sois comme Robinson Crusoe sur mon île et que je dise « ça, c'est ma noix de coco », aucun intérêt, parce que personne n'est là pour dire « non, c'est pas ta noix de coco ». Ou « oui, c'est ta noix de coco ». Et finalement, en fait, la revendication est vide. Vous voyez ? Complètement vide. Donc, disons que la propriété, c'est pas simplement une relation d'un sujet à un objet, par exemple. D'accord ? La propriété, c'est toujours une revendication en même temps de la légitimité de ce mouvement. C'est-à-dire de dire, ça c'est ma voiture, vous avez vu ? C'est ma voiture. D'accord ? Il y a toujours un autre. Il y a toujours un autre qui va finalement, à qui on va demander la légitimation. À qui, finalement, la revendication de la propriété va aller. Vous voyez ? Donc, encore une fois, un pôle passif, c'est pas nécessairement un objet. Le pôle actif, c'est pas nécessairement une personne. On a tout l'impression que c'est une personne et un objet. Moi, ma voiture. Moi, etc. Non, le pôle passif, c'est celui qui, finalement, devient passif par la revendication. C'est-à-dire, par exemple, un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un, finalement, le pôle actif va dire « ça, c'est ma propriété ». Vous voyez ? Ça veut pas dire que le pôle passif est complètement passif. Ça veut dire que le mouvement qui est enclenché le définit comme passif. Il dit « voilà, tu es ma propriété ». Voilà. Et puis, évidemment, à la fin, est-ce que vous trouvez ça légitime ? Est-ce que l'autre trouve ça légitime ? Alors l'autre, évidemment, ça va être celui qui va légitimer la propriété. Donc il y a plein de façons, je ne vais pas épuiser toutes les définitions, mais je trouve que c'est une notion
qui est définie comme ça, si on la définit de manière tripartite, on comprend mieux ce que c'est la propriété. La propriété, c'est pas simplement un rapport finalement d'un sujet à un objet, de quelqu'un qui dit ça, c'est moi, c'est à moi. Non, c'est en même temps de ça une revendication, et en même temps de ça, et en même temps, on voit déjà poindre avec cette chose-là une notion de pouvoir et une notion d'intersubjectivité, ou en tout cas de complexité de la relation à travers le pouvoir, le rapport de force, etc. Voilà, alors, plus spécifiquement, on peut définir le mouvement, les mouvements qui se passent. Je vais essayer de les définir pour un peu clarifier. Le mouvement commence par le pôle actif, qui va enclencher justement ce phénomène de propriété. Il va dire « ça, c'est à moi », ce qu'on pourrait appeler le moment de définition. Cette partie du réel m'appartient. Il y a un mouvement de retour, c'est-à-dire « ça, c'est à moi, et donc je le prends ». C'est un mouvement qu'on pourrait appeler d'appropriation. Et un moment de revendication. C'est-à-dire « ça, c'est à moi, je le prends, c'est bien à moi ». Est-ce que c'est bien à moi ? Légitimer que ce soit bien à moi. Donc triple mouvement, c'est à moi, je le prends, et effectivement, est-ce que c'est à moi ? D'accord. Voilà, ça c'est à moi. Vous voyez ? Triple mouvement. Donc par exemple, je définis la voiture, cette chose-là, je me l'approprie, je me définis, je me l'approprie, et ensuite, justement, je revendique. Je revendique la légitimité de cette propriété. Vous voyez ? Donc voilà, c'est ça finalement être propriétaire d'une voiture. Être propriétaire d'une voiture, c'est tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Et à chaque partie de ce mouvement, finalement, correspond à un danger spécifique. Alors, il y en aurait bien d'autres. Hein. Il y en aurait bien d'autres des dangers de la propriété. Mais si, disons, on se base sur ce que contient en elle-même la notion. Sur ce que contient en elle-même la notion, on peut définir déjà 3 dangers de la propriété, 3 raisons pour lesquelles elle pourrait être problématique et peut-être être le vol, justement. Alors, qu'est-ce que c'est ces dangers ? Le premier danger, il appartient donc au mouvement de la définition. Quand je dis ça. Et qu'est-ce que c'est le danger là-dedans ? C'est que ça, ce mouvement-là, de dire ça c'est ma propriété, ça c'est ma propriété, ça c'est ma propriété, je peux le faire pour tout. C'est ce que Kant dira par exemple, c'est une des façons dont il considère dans sa théorie du droit la propriété, c'est qu'il dit qu'en droit, tout peut être propriété. Toute partie du réel peut être propriété. Donc c'est-à-dire évidemment même les autres sujets, hein, même les personnes, même les océans, même des choses absurdes, on peut revendiquer la propriété d'une étoile. Mais ça peut toujours devenir propriété, parce que il suffit, pour enclencher ce mouvement-là, de commencer par définir quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut, et je me souviens d'avoir lu une nouvelle, un roman il n'y a pas longtemps, qui prévoyait justement de donner la propriété des gens, aux gens des étoiles. Voilà. Et c'est absurde, mais finalement, ça prouve bien que tout peut être propriété. On peut revendiquer propriété sur tout. Et évidemment, qu'est-ce que c'est le danger dans cette chose-là ? C'est que la propriété, finalement, devient totalisante, parce que c'est pas simplement dans l'espace qu'elle peut devenir, c'est-à-dire, je dis ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, mais c'est, à partir de quel moment, c'est plus à moi. En fait, dans le temps, ça peut être aussi illimité. Autant dans l'espace, ça peut être limité, autant dans le temps également. Si je dis ça c'est à moi, je peux continuer cette revendication de manière permanente. Donc voilà, ce serait un des premiers dangers, c'est qu'il y a une dimension totalisante de la revendication, de la définition. Totalisante. Je peux tout définir comme ma propriété. Vous voyez ? Premier danger. Définition totalisante. Deuxième danger, ce serait c'est dans le mouvement du retour, c'est finalement que, en m'appropriant, je m'identifie à la chose. Je dis, maintenant que c'est à moi, c'est ma voiture, si vous cassez ma voiture, ben finalement vous en prenez à moi. Vous en prenez pas à une voiture. Si vous cassez ma planète, ben vous en prenez à moi. Vous n'en prenez pas à ma voiture. Donc en fait, il y a un processus d'identification. Je ne suis pas si différent de ma propriété. Faire un usage non conforme de ma propriété, c'est finalement me léser aussi. C'est me porter atteinte. Et vous voyez comment cette chose-là, petit à petit, elle peut devenir extrêmement puissante. C'est-à-dire que c'est le moment également où, en fait, on va dire je suis ma propriété. Je ne suis pas nuire à ma propriété, c'est me nuire.
Donc finalement, en fait, il y a une identification totale de la propriété. Qu'est-ce que ça amène, ça? Évidemment, c'est le fait que, c'est quelque chose qu'on voit très bien aujourd'hui, c'est le fait que, étant donné qu'on s'identifie complètement à sa propriété, comment on va se développer, par exemple? Qu'est-ce que c'est de persévérer dans son être, si on prenait une formule spinozienne? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de vivre et d'augmenter sa capacité? Bah, c'est accumuler la propriété. Accumuler la propriété, de plus en plus de grande qualité, etc. En fait, finalement, mon être se résout dans la propriété que je revendique. Vous voyez? L'appropriation peut être extrêmement dangereuse parce qu'il y a une identification. Troisième danger, et là c'est pas tant que ça un danger pour les gens, c'est un danger pour la propriété elle-même, c'est qu'en fait elle dépend complètement de la revendication. C'est-à-dire que ce qu'on fait quand on dit je revendique que c'est ma propriété, ce qu'on fait finalement c'est de dire à l'autre, de cette chose-là, voilà, je revendique que tu reconnaisses que c'est bien à moi. Fondamentalement, ce que je suis en train de dire, je reconnais que cette chose-là n'est pas à toi. D'accord? Parce que toute définition, toute appropriation passe par une exclusion. C'est à moi, c'est pas à toi. Mais au moment où on se dit, mais en fait, pour que ce soit à moi, il faut que l'autre accepte d'en être exclu. Alors là, c'est paradoxal, parce que on se dit, comment l'autre, qui est souvent plus puissant que moi, par exemple quand c'est dans le cadre d'un État qui garantit le droit de propriété, on dit à l'État, voilà, toi qui es 200 fois plus puissant que moi, qui est illimité, qui a un pouvoir illimité sur moi, tu vas devoir renoncer à t'approprier ma voiture. Tu vas dire, ta voiture, elle est à toi. Et d'ailleurs, je vais garantir ce droit. Vous voyez comment c'est étrange, parce que finalement, on demande à l'autre de s'exclure, lui, volontairement, de quelque chose qu'il pourrait posséder. Alors, c'est étrange. Et donc, vous avez comme ça 3 dangers qui sont pas sur le même plan, mais qui finalement procèdent de la notion même de propriété. Vous voyez, la propriété, c'est un mouvement, et ces mouvements-là, disons, dans leur essence, ils portent un problème. Ils ont un problème, ils sont questionnants, ils apportent des difficultés au principe même de propriété. Voilà. Alors, hop. Donc, c'est ce qu'on nous en parlait, je suis pas. On pourrait appeler le premier danger donc une définition totale, hein, c'est-à-dire totale dans l'espace et dans le temps. C'est d'ailleurs un des problèmes qui s'est posé, par exemple. Ça se pose pas trop, on y reviendra dans les prochaines conférences, mais ça se pose pas trop pour ce qui est matériel. C'est-à-dire que vous pouvez dire ma voiture, elle est à moi sur un temps indéterminé. Bon, finalement, votre voiture, dans 100 ans, 150 ans, elle ne fonctionnera plus. Donc, c'est pas un souci. Mais par contre, c'est beaucoup plus un problème, donc on reverra ça, pour la propriété intellectuelle. Parce que la propriété intellectuelle, quand je dis ce brevet, il est à moi, ce brevet, il périclitera pas. Donc, c'est-à-dire que si je transmets cette propriété-là à mes descendants, etc., il n'y aura pas d'arrêt de la propriété, finalement. Ça peut devenir très, très problématique. Deuxième danger, c'est donc l'appropriation inversée. C'est-à-dire, on devient ce qu'on possède. Hein. Il y avait une phrase célèbre, ce qu'on possède finit par nous posséder, c'est exactement ça. Bon, même si on ferait une différence entre propriété et possession. Et troisième danger, la fragilité de la revendication. C'est, en somme, ce qu'on dit, c'est à quelqu'un, à une entité plus puissante que nous, légitime mon droit d'avoir quelque chose. Voilà. Donc évidemment, c'est une énorme fragilité, parce que on demande... l'autre, c'est jamais quelqu'un qui a moins de pouvoir que nous. L'État ne va pas nous demander, finalement, individuellement, s'il a le droit d'avoir une propriété publique. Pas de sens. C'est toujours un rapport de force. C'est-à-dire, on demande toujours à quelqu'un qui est plus puissant que nous, ou aussi puissant que nous, en tout cas, la légitimité. Alors, maintenant, on va voir comment, disons, comment, finalement, la notion de propriété, si on la définit comme ça, on va prendre des modèles historiques pour essayer de voir, finalement, comment la propriété s'est incarnée. Et en fait, comment on a résolu les problématiques, tout simplement. Comment l'humanité a réussi à, justement, à répondre aux problèmes que posait la propriété. Alors, évidemment, il n'y a pas que ces 3 problèmes, mais disons que ces 3 problèmes-là procèdent directement de la définition de la notion. Comment il a réussi justement à répondre au danger de la propriété? Bon, il y a évidemment la première chose, c'est de dire la propriété, on n'en veut pas. Dire il n'y a pas de propriété. Pas de propriété, ça sous-entend, et c'est souvent quelque chose qu'on entend, sous-entend par exemple des sociétés
qu'on a appelées primitives, qu'on pourrait dire primordiales, par exemple, qui ont été pas mal étudiées par Pierre Clastres, c'est pour ça que j'en parle ici, ce qu'on a pu appeler le communisme primitif. C'est-à-dire de dire que ce sont souvent des sociétés qui sont nomades, donc il n'y a pas de possession à proprement parler de terre. Ce sont des sociétés où la possession du peu de matériel qui existe est répartie entre les personnes. C'est des propriétés qui sont communes, où chacun a le droit finalement d'avoir tout ce que la communauté possède. Et ce sont des sociétés où finalement la propriété disparaît. Hein. Il n'y a pas de propriété individuelle, il n'y a pas de propriété qui soit reconnue comme un droit. La propriété, on aurait pu penser que la propriété aurait tendance à disparaître justement. C'est également le cas dans un état théorique qui n'existe jamais vraiment, mais dans les cas qu'on pourrait qualifier de chaotique ou d'état de droit du plus fort, c'est-à-dire au moment où voilà, chacun est en guerre de tous contre tous, et finalement il n'y a pas de propriété. Il y a simplement, cela serait une distinction importante, il y aura simplement de la possession. C'est-à-dire qu'étant donné que finalement, quand il y a un état de guerre tous contre tous, si quelqu'un a quelque chose qui m'intéresse, je peux le prendre. Il n'y a jamais de propriété parce qu'il n'y a jamais de revendication. Et il n'y a jamais non plus de réponse favorable à la revendication. Il y a simplement des possessions, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on a, c'est ce qu'on possède, ce dont on peut faire usage. Vous voyez ? Donc il n'y a jamais de propriété, parce qu'il n'y a jamais de réponse, il n'y a jamais le processus de revendication. Il y a simplement le fait que je l'ai, et que pour l'instant je l'ai, mais que si à un moment quelqu'un me le vole, c'est lui qui l'aura. C'est pas ma propriété, je l'ai tant que je peux en faire l'usage, tant que j'en l'ai dans les mains, finalement. C'est presque physique. Si je le laisse quelque part, c'est plus ma propriété. Vous voyez bien la différence qu'on a avec, si vous laissez, j'espère que voilà, votre voiture sera toujours là quand vous reviendrez. Hein, parce que c'est justement une propriété, pas simplement une possession. C'est une propriété dans le sens où il y a une revendication derrière ça et il y a une reconnaissance de cette revendication. Donc, il y a deux états dans l'humanité dans lesquels on aurait pu justement résoudre ce problème de la propriété. Mais finalement, c'est deux réponses au problème de la propriété qui n'en sont pas vraiment. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est pas vraiment des réponses. Est-ce que dans le communisme primitif, véritablement, il n'y a plus de propriété ? Si. Parce qu'il y a quand même des objets qui sont donnés, qui sont pris, qui sont utilisés, et qui sont à la communauté, certes, mais peut-être pas à l'individu, mais qui sont à la communauté, certes. Et c'est-à-dire que quand c'est à la propriété, c'est pas aux autres communautés. Quand c'est à la communauté, c'est pas aux autres communautés. Donc il y a quand même une possession par exclusion. Et aussi le fait qu'il y a une demande de reconnaissance que cette communauté-là possède des choses et que les autres communautés respectent qu'il y ait certaines choses qui soient possédées. Bon, après, on pourrait dire c'est très peu, c'est des biens matériels très faibles. Bon. Mais ce que Pierre Clastres, justement, va nous montrer dans la société contre l'État, c'est que quand il n'y a pas de choses matérielles à posséder, qu'est-ce qui va se passer ? La propriété ne va pas s'arrêter. Le mouvement de la propriété anime quand même les individus. Donc sur quoi cette propriété-là, ce désir de propriété-là va se baser ? Et bien sur les individus eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il n'y a rien de matériel à posséder, les gens se possèdent entre eux. La femme va devenir la propriété du mari. Les enfants vont devenir la propriété du couple. Enfin, plutôt du mari aussi, c'est quelque chose de très patriarcal. Et donc finalement, le désir de propriété, finalement le mouvement de propriété, ça s'arrête absolument pas. Voilà. Simplement, alors évidemment, c'est pas une propriété au sens où par exemple, le mari a des devoirs envers ses enfants et sa femme, mais il y a quand même une notion de propriété, en tout cas, enfin, c'est ce que Pierre Clastres nous dit quand il a étudié, donc il a surtout étudié les sociétés primitives, primordiales d'Amérique du Sud, et voilà, dans la société contre l'État, il montre bien il dit on peut soutenir que la femme est une propriété, à la page 150. Bon, voilà. Après, il dit, voilà, c'est un certain type de propriété envers laquelle on a des devoirs. Mais c'est quand même une propriété. On voit bien que finalement, c'est pas parce que on est dans une société primordiale, où on a l'impression qu'il n'y a pas de propriété, qu'il n'y a pas justement ce même mouvement de propriété. Parce que tout est là encore. Hein. Désigner quelque chose, se l'approprier et revendiquer que c'est ma possession. C'est tout à fait ce qui se passe, mais simplement, c'est pas matériel, c'est pour les individus. Donc, est-ce que dans le droit du plus fort, dans la situation de droit du plus fort, est-ce que véritablement il n'y a plus de propriété ? Si, il y a toujours ce désir de propriété, simplement, vu que personne n'arrive à légitimer sa revendication,
Eh bien, totalement. Eh bien, simplement, la propriété dégénère en possession, mais c'est le même désir qui agite les gens. Voilà, donc, finalement, on pourrait dire, si on était très schématique, que face à ces deux échecs, il s'est construit des modèles de société où, justement, on essayait plutôt de faire sens et de structurer ce mouvement de la propriété. Et hop, zut. Et donc, il y a eu deux modèles. Il y a eu un modèle qui a été enclin à structurer la propriété comme droit. Donc, c'est-à-dire que la reconnaissance n'était plus quand je disais posséder quelque chose, je ne demandais pas la reconnaissance à quelqu'un, à une entité abstraite, etc. C'était l'État qui légitimait le fait que j'étais propriétaire. Voilà. C'est l'État qui se porte garant de ma propriété. L'autre, c'est l'État. Et c'est l'État qui dit toujours « ceci est à toi ». Ça va être théorisé par John Locke. Ce que John Locke va dire, fondamentalement, c'est que le droit de propriété, c'est un droit naturel. C'est un droit qui n'est pas du tout quelque chose que l'on va décider culturellement, etc. On est homme, on a le droit de propriété. Pourquoi on a le droit de propriété ? Parce que, fondamentalement, ce que John Locke va dire, c'est que si on travaille, on modifie ce qui est devant nous. Et étant donné qu'on modifie ce qui est devant nous, finalement, on passe un peu de nous dans ce qui est extérieur. Et finalement, au moment où on s'extériorise comme ça, on va en même temps avoir la légitimité de revendiquer ce qu'on a modifié. D'ailleurs, on travaille un champ toute la journée. Au moment où les récoltes arrivent, finalement, c'est nous qui l'avons. Les récoltes sont là parce que nous l'avons fait. C'est notre création. Et donc, par là même, ça doit légitimer le fait que c'est notre possession et pas pas quelqu'un d'autre. Et qui va se porter, évidemment, caution du fait que tout le monde doit bien reconnaître que quand on travaille un champ, c'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à cette personne-là, c'est l'État. Donc on a déjà une notion moderne de la propriété privée. Une modernisation. Et une énorme valorisation. La propriété privée devient finalement quelque chose qui va complètement permettre à l'État moderne de se définir. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une notion complètement descendante. Hein ? Pourquoi l'État fait ça ? On pourrait se demander, parce qu'on voit bien l'intérêt de l'individu qui travaille son champ, etc., et qui revendique son droit à la propriété. Mais pourquoi l'État fait ça ? Mais parce que l'État est bien obligé. Parce que imaginons que l'État prive tous les individus de son droit de propriété, tous les individus vont essayer de renverser l'État. Et on voit bien en fait que là, la propriété devient en fait finalement le centre d'un enjeu où l'État garantit le droit de propriété pour se définir comme quelque chose de légitime aux yeux du peuple, et le peuple, lui, justement, a tout intérêt à ce que l'État garantisse son droit à la propriété. Donc vous voyez, il y a un jeu qui se crée à partir de John Locke, dans la théorie politique en tout cas, entre la propriété comme droit naturel et la propriété comme, tant qu'elle est garantie, elle permet à l'État d'être légitime aux yeux du peuple. Bon. Donc, une énorme valorisation de la propriété avec John Locke. Finalement, la propriété devient un droit naturel, quelque chose qui fait que l'on peut accéder à une humanité entière. Quelqu'un qui n'aurait pas de propriété privée ne serait pas vraiment humain. Une énorme valorisation. Alors, le problème étant évidemment que... Ah oui, pardon. Également, évidemment, pourquoi l'État fait ça ? Parce que ça permet un boom économique, c'est-à-dire que c'est au moment où, justement, la personne peut se voir propriétaire de quelque chose, c'est le moment où elle va s'investir énormément, beaucoup plus dans la production du bien. Par exemple, pour les paysans, au moment où on est propriétaire de ce que l'on fait, on va évidemment avoir plus d'intérêt à le faire. C'est également le moment où il va avoir la création, finalement, de ce qui va du domaine du privé et du domaine du public. C'est-à-dire c'est le moment où l'État va reconnaître que quelque chose n'est pas à lui. C'est-à-dire, le champ, la maison, le produit du travail n'est pas directement à l'État. Donc c'est quand même aussi une limitation du pouvoir de l'État. Vous voyez, c'est toujours un contre-pouvoir. Hein. C'est-à-dire c'est une discussion entre de relations bénéfiques entre l'État et les individus ou les organisations, etc., qui sont sur le territoire de l'État. Donc, le problème, c'est que il y a évidemment un danger qui ressurgit avec ça, c'est qu'il y a une grande valorisation de cette propriété, et donc, qu'est-ce qui se passe naturellement ? Le fait est que il y a une tendance à survaloriser
l'accumulation de propriété. Puisque la propriété devient finalement un point cardinal du droit naturel humain, de la considération qu'on se fait même de l'humain, l'accumulation de propriété devient essentielle. Et donc, on voit, dès le XVIIe siècle, on voit des processus d'accumulation de propriété qui n'existent pas avant. Finalement, une situation où l'humanité s'intéresse de plus en plus à ses biens matériels, à ses possessions matérielles, à ce qui est ce qui est de l'ordre de la propriété, plutôt qu'à un développement, ce qu'on avait vu dans le deuxième danger, finalement. On a tendance à se dire, plus j'accumule, plus je suis puissant, et ça va amener évidemment à des excès qui vont être également combattus. Et on avait parlé d'un danger, là c'est un danger qui se réalise. Il y a une dimension totalisante, tout devient propriété. Extension, il y a une survalorisation de la propriété, donc c'est-à-dire qu'on devient la propriété. Voilà. Les deux dangers se réalisent finalement. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une réponse, parce que cette accumulation de la propriété va être justement une mise en danger de l'ordre social. Puisqu'il va y avoir de plus en plus certains qui vont accumuler la propriété et d'autres qui vont être dépossédés. Des propriétaires et des non-propriétaires. Et donc il va avoir une réponse finalement idéologique qui va être incarnée par, on peut la faire incarner par Jean-Jacques Rousseau ou par Marx, ou même par Proudhon, celui dont on avait parlé au début, celui qui a dit la propriété c'est le vol. Qu'est-ce que c'est fondamentalement ? C'est de dire que la propriété, c'est pas un droit naturel, la propriété, c'est ce qui va enclencher un désastre social. C'est-à-dire que la vision rousseauiste de la propriété, c'est de dire que la propriété, c'est ce qui enclenche un phénomène d'inégalité parmi les hommes. Donc d'ailleurs, ça va être un titre des ouvrages de Rousseau. Une inégalité entre justement ceux qui vont pouvoir être assez agressifs pour revendiquer la propriété et faire que cette propriété-là est légitime. C'est de pouvoir pour avoir cette propriété, et ceux qui seront mis en dehors de ce phénomène de propriété, qui seront les non-propriétaires. Et là, on voit en fait que Rousseau, ce qu'il va critiquer fondamentalement, c'est le fait que la propriété, justement, dégénère et devient une accumulation de plus en plus grande qui crée une inégalité de plus en plus grande, et qui, cette inégalité-là, met en danger la vie même des gens qui ne peuvent pas accéder à la propriété, ou qui ont moins de propriété. Donc c'est un moment où, dans le capitalisme marchand, on va avoir le développement de grandes fortunes, des fortunes bourgeoises, plus au 19e, mais déjà dès le 18e. Et finalement, ce que Rousseau va dire va être repris et encore amplifié par Marx au 19e siècle, en disant la propriété, c'est un instrument dans la main des bourgeois parce que ce qu'ont les bourgeois, ce qui la différencie des prolétaires, c'est que les bourgeois ont la propriété des moyens de production. C'est-à-dire c'est eux qui, quand on produit de la valeur, c'est eux qui détiennent les instruments pour produire de la valeur, les usines, etc., les machines, etc., etc. Et donc finalement, la propriété privée ne peut pas être tolérée. Parce que la propriété privée a tendance à s'accumuler dans les mêmes mains, de plus en plus, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, il y aura quelques têtes qui ont toute la propriété et d'autres plus du tout. Parce que la propriété a tendance à s'auto-générer. Donc là, il y a une réduction de la propriété au capital que je suis en train de faire, mais c'est un peu l'idée. La propriété, plus on en a, plus on va en avoir. Et finalement, on met en danger tout le droit social parce qu'il y a une inégalité fondamentale d'accès aux ressources pour vivre. Bon. Et donc, on en revient ici à finalement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, on comprend mieux pourquoi la propriété c'est le vol, d'accord ? La propriété c'est le vol ici parce que Proudhon finalement est très proche des positions de Marx, en tout cas sur ce point-là. Quand il dit la propriété c'est le vol, il dit la propriété finalement c'est ce mouvement-là qui est devenu fou, qui a tendance à devenir excessif et qui s'accumule de plus en plus toutes les ressources en mettant en danger l'ordre social, c'est-à-dire que la propriété c'est la privation que je fais aux autres de ce dont ils ont besoin, de ce dont ils ont besoin. L'idée étant de dire que tout ce dont je n'ai pas besoin, mais dont j'ai la propriété, c'est un vol
par rapport à ceux qui en ont besoin et qui en feraient un meilleur usage. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? C'est, si on en revient à l'idée de possession et de propriété, je suis un paysan. J'aurais bien besoin d'avoir une terre pour me nourrir. Toutes les terres sont possédées, la propriété est détenue par des familles. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai aucun moyen d'accéder à ces terres dont j'ai besoin. Et ces personnes-là, qui ont la propriété de ces terres-là, n'en font pas usage, simplement ils les utilisent pour accumuler d'autres propriétés. Et donc on voit bien comment la propriété, ça devient le vol, effectivement. Donc, on pourrait commencer par avoir une réponse positive. Bah oui, la propriété, c'est le vol. La propriété, c'est... Dans le mouvement même de la propriété, il est inclus, finalement, dans ce mouvement d'accumulation, de revendication, de stabilisation, finalement. Il est inclus un processus de vol. Mais, ce que va dire Proudhon, c'est également... Il va, dans un autre ouvrage, il va dire, dans la théorie de la propriété, il va dire, la propriété, c'est la liberté. C'est-à-dire... La propriété en même temps, c'est le vol, quand justement ce mouvement d'accumulation devient fou. La propriété, c'est le vol que je fais aux autres, mais la propriété, c'est également la liberté, parce que c'est finalement le contre-pouvoir, ce qu'on disait tout à l'heure sur Locke, c'est le contre-pouvoir que j'oppose à un pouvoir qui peut devenir totalisant, à celui de l'État, qui veut justement tout posséder. La propriété privée, c'est le fait que justement, j'ai quelque chose qui est en dehors du pouvoir de l'État, que l'État ne peut pas me revendiquer. Donc c'est en même temps du vol et c'est en même temps c'est en même temps la liberté. C'est-à-dire c'est en même temps la possession de soi. Donc finalement l'absolu non-vol justement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici Proudhon pensait déjà aux dérives du marxisme quand il disait la propriété privée c'est la liberté. C'est-à-dire il disait au moment même où on dira la propriété privée n'existe plus, la capacité des gens justement d'enclencher ce mouvement de propriété n'existe plus. C'est le moment où finalement le seul qui aura le droit d'enclencher ce mouvement, c'est l'État. Donc quand il disait, et c'est ça, c'est finalement, on en arrivera, finalement, où tout appartient à l'État, un État totalitaire, un État totalisant, un État finalement qu'on a pu observer en URSS, etc., ou dans la Chine communiste. Donc, finalement, les sociétés modernes se confrontent à ce double enjeu. En même temps, la propriété, elle a tendance à devenir excessive. C'est un mouvement qui implique des dangers, etc. Et donc, de mettre en danger l'ordre social. Et en même temps, la propriété, c'est ce qui permet justement à cet ordre social d'être sain dans un état qui ne devient pas totalisant. Et finalement... c'est les théories modernes de la politique sont toujours en train de se confronter à ces deux problématiques, d'essayer de trouver un juste milieu entre ces deux tendances. En tout cas, c'est la façon dont se considérer. Bon. Alors, ce qu'on pourrait dire pour conclure, ce serait que finalement, on ne peut pas arrêter le mouvement de la propriété. D'accord ? Ce serait absurde. Si on prive les individus d'un rapport à la propriété, c'est l'État qui s'en charge. Si c'est pas l'État, ce sera autre chose, etc. Le mouvement de la propriété, il est toujours là. Il est toujours là. Ce mouvement de désignation, où on ramène la chose à soi, et on revendique cette chose-là, c'est permanent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ce mouvement-là, il est toujours pris dans un rapport de force. Voilà. Dans un rapport de force, dans un rapport entre différentes processus de pouvoir, entre différents processus de pouvoir, qui revendiquent la maîtrise sur ce mouvement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est la maîtrise sur ce mouvement. C'est-à-dire que finalement, on ne change jamais le rapport à la propriété en changeant la conception du rapport à la propriété. On change le rapport à la propriété en changeant le rapport de force qui s'exerce sur le mouvement de la propriété. On change donc le rapport de la propriété jamais simplement en proposant quelque chose d'autre. On doit toujours considérer que la propriété, elle est, disons, ce mouvement-là, il est forgé. Il est forgé à travers un rapport de force, à travers, disons, entre l'autre et le processus actif. Entre les différents autres qui doivent justement modeler ce rapport. Modeler ce rapport de reconnaissance. À quel moment c'est légitime ? À quel moment c'est pas légitime ? Comment s'exerce ? Dans quelles limites s'exercent les différents processus qui commencent le mouvement ?
C'est toujours un rapport de force. Et c'est d'ailleurs, je voudrais conclure là-dessus, c'est d'ailleurs finalement quelque chose qu'on voit très bien dans le documentaire d'Arte. Il y a un moment où on dit justement, où Gaël Giraud, un des intervenants, que je ne vais pas présenter, qui est enfin, qui est un intellectuel prédominant aujourd'hui, ce qu'il va dire, c'est finalement, il faudrait qu'il y ait certaines choses qui échappent à la propriété. Il faudrait qu'on arrête le mouvement de la propriété pour certaines choses. Par exemple, l'Amazonie. Les forêts vierges de l'Amazonie, ce qu'on peut considérer comme le poumon de la planète, on pourrait considérer que ça n'appartient à personne, que c'est quelque chose qui est commun à tous. Alors on verra les notions de commun, etc., peut-être plus dans la seconde conférence, mais c'est quelque chose qui est commun à tous, et finalement on devrait arrêter le mouvement de la propriété. Ouais, mais la question c'est évidemment, et c'est une question qui se pose lui-même, c'est comment on fait pour l'arrêter ce mouvement? Comment on fait pour dire non, ce mouvement-là ne s'établira pas sur l'Amazonie. En somme, vous n'avez pas le droit de le revendiquer. Vous n'avez pas le droit de le revendiquer. Mais oui, mais d'accord. Mais qui fait qu'on n'ait pas le droit de revendiquer cette chose-là? C'est toujours un lieu de pouvoir. Le mouvement de la propriété est toujours un lieu de pouvoir, c'est-à-dire que même si on veut l'arrêter, même si on veut dire non, cette chose-là n'appartiendra à personne, finalement, il faut toujours mobiliser un autre pouvoir pour modeler le rapport de la propriété autrement. Et donc, c'est pour ça que finalement, on ne pourra jamais avoir quelque chose qui n'appartient à personne. C'est ça la chose terrible, c'est que au moment où on dit par exemple l'Amazonie c'est commun, ce qu'on dit c'est ça appartient à tous. C'est pas ça appartient à personne. Ce qui est complètement différent. Et pourquoi on dit ça appartient à tous? Parce que finalement c'est le tous qui va impliquer un pouvoir qui va contrer par exemple, gouvernement du Brésil. Quand le gouvernement du Brésil va dire ça c'est ma propriété, j'en fais ce que je veux, finalement, quand on dit ça appartient à personne, ce qu'on dit c'est fais ce que tu veux. Quand on dit ça appartient à tous, c'est il y a un contre-pouvoir qui va modeler le mouvement de propriété autrement. Ouais. Donc c'est toujours un rapport de force, et il n'y a jamais rien. On ne peut pas arrêter finalement le mouvement, c'est assez décevant, mais on ne peut pas arrêter le mouvement justement de propriétisation. Ce qu'on peut simplement faire, ce qu'on verra plus la prochaine fois, ce qu'on peut simplement faire, c'est finalement dire à ce mouvement que on lui donne une forme à travers un pouvoir qu'on juge plus légitime. Voilà. Donc une forme plus légitime à travers un pouvoir plus légitime. Voilà, je finis là-dessus. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long ou trop court, je sais pas. Et voilà, on va passer aux réponses et questions. Merci. Tout à fait. Mais c'est finalement le seul moyen aussi de modeler le rapport. Ils peuvent avoir quelque chose. Mais il faut être très fort pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Par exemple, pour l'exemple du commun de la forêt amazonienne, qui est le plus fort? L'humanité qui va effectivement perdre un apport précieux de biodiversité, etc., d'oxygène, ou alors le gouvernement brésilien? Qui est le perdant, c'est sûr, voilà, toujours. Mais finalement, on est perdant qu'au moment où on ne s'implique pas. Où justement, on ne revendique pas de modifier ce mouvement de la propriété. Il faut voir aussi que le gouvernement brésilien, ce qu'il va dire, c'est « je résiste à un ordre mondial ». De la même manière que l'individu peut résister à un État, il va dire « mais moi, j'ai le droit de résister à un État subnational, qui se pense au-dessus des nations souveraines, et qui veut justement mettre la main sur tout, finalement ». Donc il y a aussi une réponse finalement d'autonomie de la part des nations qui n'ont pas envie de se faire dicter la façon dont ils ont de s'approprier cette propriété. C'est-à-dire que finalement, la propriété ne durerait jamais totalement. Jamais. En tout cas, on pourrait considérer que oui. Mais par contre, elle peut durer assez longtemps pour faire des dommages irréversibles. C'est justement le problème étant de dire qu'il n'y a pas besoin que ça dure de manière éternelle pour que ça fasse des dommages. Par exemple, la question de la propriété commune, c'est par exemple, imaginons que voilà, on détruise complètement l'Amazonie, qu'on détruise le biotope, qu'on dise finalement à la planète finalement, tu appartiens entièrement à ces gens-là qui vont te privatiser pour le profit,
qui vont te détruire. Finalement, il y aura peut-être un moment où ces gens-là ne seront plus là, où ces pouvoirs-là vont s'effondrer, mais les dommages seront irréversibles. C'est à quoi un dommage? C'est vrai, c'est possible. Mais peut-être que ce dommage sera, disons, voilà, trop grand, quoi. Mais c'est possible aussi que effectivement, il faille voir ça dans une adaptation, et finalement, ça va se faire naturellement. Ça tombe dans le domaine public, c'est l'État qui le revendique comme propriété, justement. C'est l'État qui, ensuite, disons, en dispose de la façon dont il veut. C'est-à-dire qu'il peut... c'est ce que les juristes diront, usus fructus abusus, mais c'est l'État qui va être propriétaire, et donc... quand l'État est propriétaire, c'est pas tout le monde qui est propriétaire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas forcément insisté, mais la différence entre, par exemple, une propriété qui est collective, dans une collectivité, c'est que la propriété, disons, est là pour tout le monde. Par exemple, tout le monde peut s'en servir, à part certaines choses sacrées. Sinon, tout le monde peut se servir de tel ou tel outil, etc. Donc, quand une propriété est collective, elle est commune. Mais par contre, quand une propriété est publique, elle n'est pas commune. C'est l'État qui décide. Ce qui est complètement différent. C'est pour ça qu'il y a une séparation entre finalement la propriété publique et la propriété commune. Après, j'ai pas été dans toutes les distinctions conceptuelles, mais donc dans ce cadre-là, effectivement, quand quelqu'un meurt et se sépare de sa propriété, elle vient pas à tout le monde, et tout le monde peut pas la revendiquer. Elle vient à l'État, qui lui décide ce qu'il fait. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui décide qui a ou non le droit de revendiquer ensuite. Là, c'est toujours en même temps du vol. On peut toujours la considérer dans une certaine mesure du vol, à part si la propriété répond à des besoins absolument nécessaires. Mais dès qu'on commence à accumuler la propriété, on peut toujours considérer que c'est du vol si on voit la définition de Proudhon, parce que la définition de Proudhon, tout simplement, c'est de dire, si tu n'as pas absolument besoin, qu'est-ce que ça veut dire besoin? Ça veut dire nécessité vitale, c'est du vol. Et donc, en fait, tout peut très rapidement devenir du vol. Qu'est-ce qui n'est pas finalement du superflu? Très peu de choses. Quand on parle aujourd'hui par exemple, de mouvements décroissants, ou de mouvements justement low-tech, où finalement on va se limiter dans ses possessions, dans la propriété, dans la revendication de la propriété, parce que justement ça devient du vol. C'est quelque chose de non nécessaire. On est exactement dans le même processus, où on s'arrête. Il y a une figure philosophique, Diogène. Finalement, lui, il vivait dans un... Je parle pas de Diogène Laërce, je parle de Diogène le cynique. Il vivait dans un baril avec un chien et un bâton, et il y a une anecdote qui raconte que il avait simplement une écuelle pour boire. Un jour, il va boire au puits, il boit, et il voit juste à côté de lui un enfant qui est en train de boire à la main. Et il remercie l'enfant, il casse l'écuelle et il s'en va, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait même pas besoin de l'écuelle. Donc finalement, il avait simplement besoin de son tonneau, mais bon, c'est plus pour le... Finalement, qu'est-ce qui devient nécessaire, quoi. Voilà. Pas grand-chose. C'est pour ça qu'on est toujours en entre-deux, parce que c'est très difficile de dire ça, c'est pas légitime d'être propriété. C'est-à-dire, on arrête le mouvement, on dit non, il n'y a pas de propriété. C'est très difficile de dire ça, parce que ça fait presque partie finalement de la condition vitale. Mais en même temps, il faut le limiter. C'est pour ça qu'il y a toujours des constructions qui sont dans l'entre-deux, quoi, où on peut jamais être dans une position de refus ou d'acceptation de la propriété. On doit toujours être dans une sorte de compromis face à des rapports, et donc des constructions de rapports de force conscients. Exactement, par exemple, ce qui se passe pour l'Amazonie. C'est-à-dire, on construit un rapport de force qui, on pense, donnera à ce mouvement-là une certaine forme acceptable, ou légitime, quoi, morale, selon les critères qu'on veut se donner à la propriété. Mais ça dépend comment on définit la propriété. Et dans ce cadre-là, si on la définit comme ça, nous, on ne revendique pas la propriété. Donc clairement, ça fait pas de nous les propriétaires. Ça fait de nous peut-être les bénéficiaires ou les complices du propriétaire, mais c'est pas nous les propriétaires. Et donc par là même, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important de définir ce que c'est la propriété, c'est parce que si on s'applique sur la définition, justement, on n'est pas les propriétaires, et on est certes compris dans un processus marchand qui découle de la propriété privée de ces choses-là, mais on n'est pas le propriétaire. Et donc, on n'est pas, disons clairement, on n'est pas le premier responsable. Le responsable, c'est le propriétaire et celui qui légitime cette propriété. Après, on pourrait dire avec des choses indirectes que celui qui légitime cette propriété-là, c'est le marché international, et donc finalement, on est en...
C'est vrai, je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit donné finalement, je pense pas que ce soit parfaitement réel. Je pense que véritablement, ce qui se passe, c'est un rapport de force entre comment ça s'appelle, les pouvoirs institués. Et donc là, dans ce cadre-là, finalement, l'État du Brésil et les institutions supranationales, type ONU, etc., qui essaient de protéger l'environnement. Je pense que ça a plus à voir, donc pas forcément à la propriété, mais à la structure économique globale. La structure économique globale est constituée de telle façon à ce que, effectivement, on puisse être les bénéficiaires d'une exploitation d'une propriété privée à un moment. Et c'est d'ailleurs pour ça, voilà, c'est parce qu'il y a un monde interconnecté, que c'est d'ailleurs pour ça que finalement tout à chacun, et quand on parle de commun de l'humanité, effectivement, tout à chacun est mobilisé comme responsable finalement, parce qu'on est tous sommés finalement de se constituer comme une unité, l'humanité, pour revendiquer comme commun, par exemple, des choses comme la forêt du Congo, la forêt de l'Amazonie, comme poumon de la planète, donc comme survie de l'espèce humaine. C'est-à-dire que l'humanité, dans ce cadre-là, revendique comme propriété cette chose-là pour son futur. Non pas pour maintenant, mais en fait pour que les enfants, etc., des enfants, puissent vivre. Donc en fait, finalement, c'est une propriété commune. La légitimité que l'humanité se donnerait à elle-même pour constituer ces forêts-là comme propriété commune, ce serait le fait que plus tard, dans le futur, les générations aient besoin, pour avoir une vie décente, de cette propriété-là. Aient besoin de cette propriété-là commune, à tous, tout le temps, de toute éternité. Bon voilà, on a vu les réponses à ça, évidemment, c'est de dire que c'est une ingérence, etc. Antionas, donc au XXe siècle, dira justement le principe de responsabilité. C'est exactement ça, c'est de dire nous sommes responsables. Pourquoi on devrait revendiquer ça? Pourquoi on devrait réenclencher ce mouvement de propriété? Parce que nous sommes responsables finalement de ce qui va arriver aux générations futures. Nous sommes responsables de ce qui va arriver aux générations futures, c'est-à-dire que finalement, nous devons revendiquer cette chose-là comme propriété pour nous-mêmes, mais également pour les générations futures. Pas que pour nous. C'est une propriété de l'humanité qui a déjà existé, qui existera et qui existe. Une humanité globale dans le temps et dans l'espace. Ce qui se passe, c'est qu'il y a évidemment des revendications. C'est-à-dire, on est dans le phénomène qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que tout devient propriété. On pourrait se dire, non, la propriété, ça peut que être matériel. Mais non, même l'espace autour des planètes peut devenir finalement... Effectivement, tout devient propriété. Donc l'espace devient l'enjeu futur. On a vu, par exemple, sur le fait de pouvoir miner des astéroïdes, de capter des astéroïdes pour pouvoir miner les ressources premières qui sont dessus. Mais finalement, qui a le droit de miner les propriétés de l'espace? La question du mouvement continue à faire jeu, quoi. C'est-à-dire, c'est qui? C'est celui qui le possède? Ou c'est celui qui le revendique? C'est celui qui a une possession ou une propriété dessus? Et qui légitimerait la possession de l'espace? Parce que autant bon, on a pu se mettre d'accord sur la propriété maritime qui appartient au pays, autant sur la propriété de l'espace, c'est tellement vague que ce qui va se passer, c'est une autre construction finalement d'un rapport à la propriété à travers des rapports de force. Il y avait complètement, il y avait la même question pour le débat entre la Chine, le Népal, etc. et l'Inde, pour l'eau en fait. Et... Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est tout à fait naturel. Encore une fois, le mouvement est infini. C'est-à-dire, on peut tout revendiquer, mais au moment où, même potentiellement, dès que ça aura un intérêt, on pourra revendiquer l'air. C'est-à-dire, mais à quel moment finalement, parce qu'il y a un espace aérien, mais à quel moment cet espace aérien s'arrête? On peut aller à l'infini. On peut revendiquer totalement l'univers entier, etc. Si on a intérêt à le faire, évidemment. Et s'il y a quelqu'un pour légitimer cette chose-là. Ouais. C'est ça vraiment la dimension totalisante de la revendication de nos propriétés.